C'était le terreau de la propagande d'État, l'école. Première rentrée scolaire depuis la chute du boucher de Damas, Bachar al-Assad. Sarah, 11 ans, entonnait encore il y a 10 jours un hymne solennel patriotique. Maintenant, il y a de la musique, des chants, et mes amis et moi, on dessine le nouveau drapeau de la Révolution. Là, sur nos joues. Le retour du drapeau d'avant les dictateurs père et fils, devenu depuis 2011 l'emblème de la rébellion. Les 3 étoiles représentent les 3 grandes guerres menées par les amis du prophète à Damas. Et la couleur rouge, le sang des martyrs. Sous Bachar, Ouad enseignait tenaillé par l'effroi. Les enfants, qu'est-ce qu'on était obligés de chanter la semaine dernière encore? 1, 2, 3, gloire à Bachar. 1, 2, 3, le bon docteur Bachar. Vive Dieu, la Syrie et Bachar. Dans les manuels scolaires, il était écrit « Le bon docteur Bachar veille à la sécurité et à la prospérité du peuple ». La violence et la terreur sont partis et on est soulagés. Au début, j'ai eu peur quand j'ai entendu le bruit des combats. Après, quand Bachar a fui à l'étranger, j'étais contente, car il faisait beaucoup de mal. Il torturait, il emprisonnait les gens. Maintenant, on va les élever pour devenir une génération éveillée, qui n'aura plus peur de personne. Yasmine est la directrice de l'école. Là, il y avait les photos d'Hafez al-Assad, le dictateur père, la devise des camps de jeunes de son parti et celle de Bachar, le dictateur fils. Ces symboles du joug oppressant du dictateur, les enseignantes les ont jetés à la poubelle. Maintenant, on peut enfin dire ce qu'on pense. Et en laissant la porte ouverte. C'est la liberté. La liberté, le rêve des Syriens. Meurtris par 13 ans de guerre civile et 54 années de dictature. 95% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. Les files d'attente s'allongent pour quelques galettes de pain. Les nouveaux maîtres de Damas, le groupe Hayat Tahrir al-Sham, ont renversé l'armée du dictateur. Mais ces ex-rebelles parviendront-ils à contrôler, réparer et réconcilier tout le pays? Le peuple piétine et incendie chaque symbole du régime al-Assad. Certains craignent pourtant que les islamistes d'HTC se montrent tout aussi tyranniques. Seront-ils des intégristes sous la férule de la charia? Tenez, des chocolats, des œufs. Que Dieu vous garde. Que Dieu te soit bon. Qui est Ali Ktila, soldat d'HTC, terroriste, survivant ou libérateur? Nous ne sommes pas des héros, mais les gens le pensent car ils vivent sous le régime depuis plus de 50 ans. Ça a été si long, avec tellement d'oppression, comme s'ils étaient coincés sous une pierre. Salut les gars. Ce soldat de 40 ans vient de revenir à Damas après 8 ans d'exil à Idlib, au nord. Professeur d'anglais, fils d'un chirurgien et d'une avocate, Ali s'engage dès 2011 dans les forces rebelles d'HTC. Que Dieu vous garde. En 2013, il est gazé à l'arme chimique, le sarin, avec sa femme et 2 de ses 4 enfants. Il a aussi combattu ici, à Djobar, quartier martyr, bombardé par la dictature. C'était il y a 8 ans, et tout était encore détruit. Ça reste une zone très dangereuse. On ne va pas s'enfoncer trop loin parce que je pense qu'il y a encore des mines. Ça, c'était le bâtiment où je me suis battu. Beaucoup de mes amis sont morts ici. Comment vas-tu? Je t'ai même pas reconnu. Son ancien appartement était magnifique. Avant d'être pillé.
Ils ont même volé les câbles électriques qui étaient dans les murs. Ça, c'était une très belle cuisine ici. Mais tout a été volé. Là, c'était le plan de travail. Il y avait un four, un super four. Je crois que la machine à laver était par là. Le combattant d'HTC affirme préférer la reconstruction à la revanche. Il a été chargé, avec ses 40 hommes, de sécuriser des lieux stratégiques. C'est la statue de Hafez al-Assad. On l'a faite tomber. Comme le siège des télécommunications de Damas. On est arrivé ici le premier jour. On a tout protégé, donc rien n'a été pillé ici. Un coup d'État islamique en douceur, certains en doutent. Cet homme en noir est un ancien membre des services de renseignement. Il interpelle Ali, mais fait mine de s'inquiéter pour d'autres gens que lui. Mes amis étaient dans la sécurité, mais ils ont peur de ce qui va se passer. Que personne n'ait peur. Seuls ceux qui sont impliqués dans des meurtres ou des crimes de guerre vont être jugés. Personne ne va se venger. Les États-Unis ont levé hier l'offre de 10 millions de dollars que le FBI promettait pour la tête du chef d'HTC, Abu Mohamed al-Joulani. En un jour seulement, il est passé du statut de terroriste à celui que tout le monde aime. C'est comme ça que ça marche en politique. Les miliciens comme Ali seront probablement intégrés dans l'armée régulière. Fin de l'insurrection. Le nouveau gouvernement islamiste soigne son entrée en scène. Les fonctionnaires de l'administration de Bachar al-Assad sont invités à regagner leur poste. Vous allez par là. Et vous là-bas. Opération séduction, HTC a promis une augmentation des salaires de 300%. Les relations sont très bonnes avec la nouvelle équipe qui se comporte avec beaucoup de respect. Je me mets là? Le nouveau maire de Damas veut se montrer moderne, avenant face aux journalistes étrangers. Elle veut prendre une photo de moi à mon bureau. Diplômé en gestion de l'université d'Idlib, pur produit d'HTC, il reçoit en costume 3 pièces. Ce qui se passe dans cette pièce témoigne du fait que nous ne sommes pas des terroristes. Sinon, vous ne seriez pas ici. À Idlib, nous luttions contre le terrorisme. HTC et les autres factions rebelles ont lutté contre Daesh de toutes leurs forces. Et ça, tout le monde le sait. Dans l'écrasant ministère de la Justice, construit par le régime Al-Assad, nous avons aussi rendez-vous avec le nouveau ministre. Ambiance solennelle. Shadi Mohamed Al-Ossi, professeur de charia islamique, veut refonder le système judiciaire. Il y aura une révision des lois et de la Constitution. Si quelque chose va à l'encontre de la charia, on amendera les lois. Le nouveau ministre s'inquiète de nos questions sur les libertés individuelles, celles des femmes, des minorités religieuses, dans le cadre de la charia. Son responsable de la communication interrompt l'interview. N'aie pas peur. L'interview ne sera pas diffusée sur une chaîne arabe. C'est une chaîne occidentale. Les Occidentaux sont surtout intéressés par ces sujets comme le droit des femmes dans la charia. Ces réponses seront très floues. Concernant les relations hommes-femmes et la morale du peuple syrien, ce qui concerne les habits par exemple, tout ça concerne le gouvernement qui est en train de se mettre en place. On verra bien. Ali, le combattant d'HTC, se montre moins langue de bois. Religieux fervent, il s'efforce de ne rater aucune des 5 prières de la journée. Il croit en la loi islamique, pas en la démocratie. Regardez les Américains. Ils veulent diffuser leur démocratie partout dans le monde, mais ils ont tué des milliers de personnes en Irak au nom de la démocratie. Selon nous, la démocratie n'est pas le meilleur système pour gérer une société. Et il ne manque pas d'humour en nous montrant la photo de son épouse intégralement voilée. C'est elle. Bon, on ne voit rien. Elle porte le niqab.
On était allé à la plage quelques jours avant de partir à Damas. L'idée générale, c'est que les femmes aient un dress code décent et portent des vêtements qui ne montrent pas les cheveux et ne moulent pas la silhouette. Et pas seulement dans l'islam, même les femmes chrétiennes devraient être voilées. C'est écrit dans la Bible. À Idlib, femmes et hommes ne peuvent pas fréquenter les mêmes restaurants. Les mœurs seront-ils bientôt plus corsetées? Dima, 36 ans, musulmane, est la tante de Sarah, l'écolière. Si elle se réjouit de la chute du tyran, elle pouvait sous son règne porter pantalons, hauts moulants et talons. Hier soir, je suis allée dans un restaurant dans le quartier chrétien. Ils servaient de l'alcool, il y avait une chanteuse. Notre quotidien n'a pas changé. En tout cas pour l'instant. Après la disparition de son mari dans les geôles de Bachar al-Assad il y a 10 ans, elle a élevé seule ses 2 fils. On a tous un peu peur. Si l'on revient au terrorisme de Daesh, c'est sûr, ça fait peur. Dans son dressing, Dima n'a pas de tenues islamiques. Ce jean à trous, je ne sais pas si je pourrais encore le mettre. J'ai aussi ce haut, décolleté et court. Ou encore cette petite robe ajustée. Si on nous oppresse, j'émigrerai en France. Coucou, rentre Sarah. Et elle, c'est ma sœur Amira. Les sœurs de Dima, elles, portent le voile. Mais dans la famille, la jeune génération des filles aspire à plus d'ouverture. J'adore comme ma tante s'habille. J'aime la liberté de ses tenues. Plus tard, je voudrais être pharmacienne. Ce sera possible avec les islamistes d'HTC? Peut-être. Toi, Sarah, quels sont tes rêves? Être coach. Coach de quoi? De Zumba et d'aérobic. On espère qu'HTC ne va pas opprimer le peuple. Damas est une capitale diverse, instruite. Je ne pense pas que les gens se laisseront imposer n'importe quelle restriction. À la mosquée des Omeyyades, c'est la première grande prière du vendredi depuis la chute du dictateur. Scène inimaginable avant le 8 décembre, la ferveur religieuse est précédée de slogans de haine. Le peuple veut la condamnation à mort de Bachar al-Assad. Juma, 59 ans, a fait le déplacement depuis Raqqa. En 2013, son fils Abdallah a été arrêté par le régime. Depuis, comme des milliers d'autres, il est porté disparu. Juma espérait que le chef d'HTC, Mohamed Al-Jolani, serait présent à la prière. Je voulais lui dire que nous voulons nos enfants, mais que nous voulons aussi que les responsables, ceux qui les ont emprisonnés et qui donnaient des ordres, soient punis. Juma demande des comptes, car la terreur d'État s'était transformée en machine de mort. Dans les prisons du régime, surnommées les abattoirs d'Al-Assad, difficile pour les victimes de songer au pardon. Que les criminels qui ont construit ça périssent en enfer. Ces cellules glaciales et glaçantes n'ont pas livré tout leur mystère. Il faudra enquêter. Il n'y a aucune lumière ni ventilation. 200 personnes s'entassaient ici. On le voit au nombre de couvertures moisies par terre. Et voyez comment ils nourrissaient nos enfants. Comme des animaux, dans des auges, à même le sol. Sur les murs, une litanie de visages de disparus, fantomatiques. Pour tenter de faire un jour la lumière sur ces crimes contre l'humanité, des associations recueillent des milliers de papiers.
Les documents sont éparpillés sur le sol, mais il faut les collecter pour les donner aux instances internationales, pour les analyser et documenter ce qui est arrivé ici. Il y a des noms. Le prisonnier Ahmad Bashir Habib était ici, c'est écrit. Juma voudrait que les coupables soient non pas emprisonnés, mais exécutés. Car eux, ils pendaient nos enfants. Il y a encore du sang séché dessus. Mon Dieu, les bâtards. Les âmes saignent tout autant que les cordes. Bassel Raouf Al-Saïd vient d'être libéré comme ses co-détenus par les rebelles. Après 6 ans de détention, dans cette autre prison, celle d'Adra. Ma cellule était là-bas, au bout de cette allée à gauche. La cellule numéro 13, surnommée le cimetière des vivants, où s'entassaient 120 hommes. Regardez toutes ces cartes de visiteurs. Il y en a autant que de prisonniers. Nous étions 15 000 enfermés ici. Né à Damas, Bassel a perdu ses parents dans un bombardement du régime. Ses 2 frères sont réfugiés en Allemagne et en Égypte. Sa femme a divorcé après sa condamnation pour rébellion. J'ai été jugé par une cour militaire, un juge, 4 soldats armés. On m'a dicté mon crime. Soi-disant, j'avais voulu incendier un immeuble. Je n'ai pas eu le droit de parler, ni d'avoir un avocat. J'ai été condamné à 15 ans de détention. Je n'ai même pas 50 ans. J'ai été frappé tant de fois à la tête. J'ai le dos cassé. Je suis si fatigué. Bassel égrène inlassablement les noms de ses gardiens. Il est en boucle. Je demande à ce que les officiers Memoun, Adam, Mohamed, Eyam soient jugés. Ils nous ont traités de la pire des manières. Il dit n'avoir eu à manger que du boulgour, de l'huile et du za'atar, l'épice locale, et avoir été torturé. Ils nous attachaient avec une chaîne, les bras dans le dos, suspendus à plusieurs centimètres, et nos pieds ne touchaient pas le sol. Ils me brûlaient avec des mégots de cigarettes. Et il y avait le supplice du pneu. On te fait rentrer dans un pneu, on te retourne et on te frappe avec des tuyaux. On dit qu'Hitler était l'homme le plus violent sur Terre. Mais notre régime était tout aussi violent. Bassel est libre, mais n'a plus de famille, de travail, ni de papier d'identité. Depuis une semaine, il dort dans la rue. Le régime du boucher de Damas aurait fait 400 000 victimes et lancé sur les routes de l'exil un quart de la population syrienne. Au bout de cette route, à 15 km, les combattants de Daesh. Ils viennent régulièrement jusqu'ici. Plusieurs fois, on s'est retrouvés face à face. Recho fait office de garde-frontière pour les forces kurdes qui ont conquis ce territoire il y a 2 mois. Chaque jour, des centaines de personnes arrivent de Raqqa, la capitale autoproclamée de l'État islamique, à 100 km d'ici. Cela peut paraître surprenant, mais cette frontière n'est pas imperméable. Daesh autorise les civils à sortir de son territoire au compte-gouttes. Comme cette femme, avec ses 2 enfants, qui va voir de la famille. Elle porte encore la baya, le vêtement qui lui couvre intégralement le corps, imposé par l'organisation terroriste. Ne filme pas le visage de mes enfants. J'ai peur qu'ils soient arrêtés quand on rentre. Par Daesh? Oui. Parler à des médias étrangers est considéré comme de l'espionnage par Daesh. S'ils sont identifiés, ces gens risquent la mort. Pour quitter l'État islamique, tous ces voyageurs ont dû donner des garanties. Ali, 53 ans, a laissé les coordonnées de sa femme et de ses enfants restés sur place. Le problème, ce sont les enquêtes de Daesh. Ils nous demandent tu viens d'où, tu pars où. Alors je leur ai dit que je rendais visite à des proches à Ras Al Ain. En réalité, c'est pour accompagner sa fille, ici avec le voile blanc, hors du territoire de Daesh,
qu'Ali a inventé le prétexte d'une visite à sa famille. À leur entrée en territoire kurde, tous ces voyageurs sont fichés par la police qui craint les infiltrations des terroristes. Qu'est-ce que vous faites? Étudiante. Fatima est en première année de faculté de sciences. Des études impossibles à suivre aujourd'hui à Raqqa. Daesh a fermé toutes les universités. Je suis obligée de continuer mes études dans une autre ville. Fatima va rester ici pendant toute l'année scolaire. Ali l'a confié à un ami, un commerçant de Raqqa qui possède une maison ici en zone kurde. Fatima et Mohamed, l'homme qui l'héberge, ont accepté de nous parler plus en détail de cette vie sous le joug de l'État islamique, mais à l'abri des regards. En arrivant, Fatima jette son abaya. Qu'est-ce que tu ressens quand tu enlèves cette robe noire? Qu'est-ce que je ressens? Je me suis libérée de ce fantôme. Presque 2 ans que Fatima vit dans cette ville gouvernée par l'État islamique. De Raqqa, 300 000 habitants avant-guerre, ne nous parviennent que de rares images, soit réalisées sous le contrôle de Daesh, soit tournées sous le manteau. Comme ici, on y voit une file importante de personnes qui attendent de la nourriture devant la soupe populaire. Une ville où désormais il n'y aurait plus d'électricité et où le pétrole qui alimente les groupes électrogènes est devenu hors de prix. Malgré cela, Daesh continue à contrôler la population à travers sa police religieuse. Des lois strictes auxquelles Mohamed et Fatima se plient par peur. Les femmes n'ont pas le droit de marcher seules dans la rue ou de prendre un taxi seul. Tu n'es jamais tranquille. Si tu fumes, tu peux être emprisonné, frappé, et tu dois payer une énorme amende. Et ils peuvent t'obliger à rester à la mosquée entre 10 et 15 jours. Une sorte de séminaire pour te faire devenir un bon musulman. Depuis les attentats de Paris en novembre dernier, la France a intensifié ses frappes sur l'État islamique, en particulier sur Raqqa. L'armée française dit cibler les centres d'entraînement des djihadistes et des objectifs militaires, sans donner plus de détails. À ces frappes répondent des images fournies par Daesh, comme celle-ci, montrant des blessés après un bombardement. Ou ce discours d'un combattant de l'organisation terroriste. Je me tiens actuellement devant vous, devant un des lieux publics qui a été bombardé par votre coalition française. Regardez ce qu'ils sont arrivés à faire, bombarder l'administration générale du boulangerie. Sachez que 10 bombes sont tombées sur le même lieu. Ces images, nous les avons montrées à Mohamed et Fatima. Par votre coalition française. Tu connais ce bâtiment? C'est Adel Aoud. Adel Aoud. C'est leur ministère de l'Agriculture. Et il y avait des combattants de Daesh à l'intérieur? Peut-être, parce que c'est un endroit qui nous était interdit. La population n'y avait pas accès. Désormais, ils désertent ces bâtiments officiels et s'installent dans les maisons des civils. Ils essayent de se mélanger à la population. Par exemple, ils utilisent les taxis maintenant. Ils ne prennent plus leur 4x4. Ils ont aussi imposé un vêtement unique. Pour que personne ne les distingue des civils, on doit tous être habillés comme eux, avec des tenues de style pakistanais. L'intensification de ces bombardements a stoppé la progression de l'État islamique dans le nord de la Syrie. Les Kurdes conquièrent village après village.
Hol, 15 000 habitants, est aujourd'hui une ville fantôme, où ne patrouillent que les combattants kurdes. Ils l'ont prise fin novembre. La visite de Hol permet de comprendre comment a fonctionné ici la vie sous Daesh pendant 1 an et demi. Hassan a été chargé par le commandement kurde de nous accompagner. Il y a écrit que c'est le palais de justice islamique de Hol. Et là, il y a le drapeau que vous connaissez tous. À l'intérieur, les services de renseignement kurdes ont déjà récupéré les ordinateurs et les documents importants. C'est encore le même ici. Mais au sol, on trouve encore de nombreux tracts destinés à la population locale, relayant les lois de l'État islamique. Ça concerne la taxe sur le blé et l'orge. Ils ont distribué ça à la population pour lui demander de payer la taxe. Peut-être qu'on peut trouver d'autres choses par là. Sur cet autre document, l'État islamique annonce qu'il peut saisir comme trésor de guerre les armes, l'argent ou même les véhicules appartenant à ceux qu'il nomme les mécréants. Les combattants kurdes pensent aussi avoir découvert la prison secrète de Daesh. Venez, vous allez voir. Sur ce terrain vague, des containers enterrés dans le sol, fermés par une lourde trappe en fer. Selon eux, Daesh torturait ici secrètement des prisonniers. Ils mettaient 15 à 20 personnes dans une seule cellule. On a trouvé des vêtements de femmes et des vêtements d'enfants. Il y avait des corps. Ils les ont torturés et après ils les ont tués là, tués par balle. Quand les Kurdes sont entrés dans la ville, ils ont évacué les civils le temps de déminer chaque maison. Ce jour-là, 3 semaines après le départ de Daesh, Ali, un commerçant de 39 ans, et ses parents sont autorisés à retourner quelques heures chez eux. Te voilà chez toi. Grâce à Dieu, toutes les affaires sont présentes. Ah, il manque la machine à coudre. Pendant la bataille, les djihadistes ont utilisé la famille d'Ali, y compris ses enfants, comme bouclier humain. Les 2 derniers jours, les combattants de Daesh ont pris cette maison et celle de mon oncle là. Et ils sont montés sur le toit. Et ils nous ont obligés à rester ici. Sur les toits, ils ont installé des mitrailleuses. Après sa maison, Ali vient vérifier sa boutique. Ce magasin, c'est mon magasin. Non, 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 n'ouvrez pas. N'ouvre pas? C'est piégé. C'est piégé. Une précaution, lui explique-t-on. Sa boutique n'a pas encore été inspectée. Sur la porte, ce numéro peint en noir sur fond blanc, que l'on retrouve sur toutes les boutiques de la ville, permettait à Daesh de répertorier chaque commerce et son propriétaire, comme un numéro fiscal. Il y avait une direction des impôts, une direction pour les douanes, une direction pour les factures, et ils prélevaient des taxes sur toutes les voitures qui venaient d'Asaka, et même sur celle de Raqqa. Une bureaucratie rigoureuse, doublée d'une barbarie institutionnalisée. Ici, l'estrade réservée aux exécutions publiques. Ils exposaient les cadavres ici, comme ça. Ils les attachaient comme ça, ils les laissaient 4 ou 5 heures, parfois toute la journée, pour que les gens puissent les voir. Ali se souvient aussi que les membres de Daesh se rassemblaient sur cette place pour fêter les attentats commis à l'étranger. À chaque fois, ils étaient heureux et ils disaient aux gens qu'ils pouvaient faire des attentats partout dans le monde. Ils faisaient ça pour faire peur aux gens. Ils disaient qu'ils pouvaient frapper en Égypte, en France, en Turquie, en Europe. Ils racontaient ça aux gens pour montrer leur force.
difficile de savoir combien de personnes vivent aujourd'hui sous le joug de l'État islamique. Selon les différentes estimations, en Syrie et en Irak, il serait entre 3 et 8 millions.